Alors bonjour François. Bonjour Agnès Chartrand. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, Donc, nous sommes aujourd'hui le 3 mars 2021. Et voilà. Et on a pensé faire un petit entretien ensemble pour que vous puissiez mieux connaître Agnès et découvrir son étonnant parcours à partir de Bruxelles jusque sur le Nitassinan avec les Inuits. Agnès, ouais, c'est vrai que c'est un cheminement assez radical et assez contrastant, mais qui était nécessaire, quoi, on va dire. Il fallait passer par là pour avoir tous ces reculs et à l'intérieur de tous ces voyages et tous ces allers-retours. Oui. Oui, il y a un énorme contraste là, entre ton milieu d'origine, ce que tu faisais ici à Bruxelles avant de partir et ce que tu as entrepris de faire là-bas. Tu as aussi fondé une entreprise de libre-échange. Oui, de libre-échange à l'intérieur de la télécommunication, de la communication. En fait, c'est plutôt, on va dire, à travers le multimédia. Et donc, à travers le multimédia, en fait, on révèle le potentiel humain. Ça, c'est vraiment le fil conducteur. Et donc, on utilise diverses techniques comme le film, la 3D, la 3D printing, mais avant tout, c'est ce qui a pu être porteur, finalement, ce qui a pu permettre tout ça, c'est mon travail pictural, sans lequel jamais je n'aurais pu arriver à fonder ça, quoi. Donc, c'est ça la base, en fait, le départ, le point de départ, c'est ça, c'est le travail pictural, qui s'inspire de la technique flamande. En fait, c'est la technique flamande qui est assez révélatrice là-dedans, même si mon travail n'est pas... on ne peut pas le qualifier de technique, mais il opère à l'intérieur de celle-ci. Pourquoi ? Parce qu'il révèle vraiment toute la démarche. Il révèle toute ma démarche jusqu'aujourd'hui. C'est ça, la technique flamande, ça a révolutionné le monde de la peinture. Oui, ça a révolutionné le monde de l'image complètement, parce que donc c'est vers 1391 que la technique flamande a vu le jour. Elle a été vraiment perfectionnée vers 1410 par Jan van Eyck, Jan van Eyck, en fait, et donc elle consistait donc à opérer sous forme de glacis et à transfigurer, en fait, transfigurer la couleur, transfigurer l'image, parce qu'en fait c'est à partir des peintres flamands qu'on a commencé à observer des portraits en 3D, en fait. Oui, c'est vraiment une époque révolutionnaire. C'est tout aussi révolutionnaire que l'invention de la télévision. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on a pu voir des visages vraiment avec une profondeur, avec une notion de perspective, ce qui a complètement changé la face du monde. Avant, on ne voyait que les visages de profil, comme on voit les peintures d'avant cette période, je veux dire... en 2 dimensions, mais là est apparue une nouvelle dimension, la profondeur. Oui. Et donc, et aussi tout l'aspect vivant, tout l'aspect des scènes aussi est venu avec ça, donc toutes les scènes qui avaient à voir avec la vie de tous les jours aussi. Ce n'était plus uniquement l'aspect religieux qui était peint, ou en tout cas l'aspect religieux arrivait à quelque chose de beaucoup plus humaniste, de beaucoup plus large, de beaucoup plus proche des gens. Une plus grande ouverture sur le monde est apparue à ce moment-là grâce à cette nouvelle forme, cette nouvelle technique picturale. Oui. Et aussi, un des enjeux dans cette technique, c'était la durabilité des œuvres. Oui, c'est ça. Il y avait... en fait, c'était... Oui, c'est ça. Il y avait la durabilité, donc, par rapport au futur. On voulait laisser au prochain, on voulait laisser au suivant la possibilité vraiment de voir et de connaître ce message. Tous les messages qui étaient renfermés dans ces tableaux. Et donc, c'est pour la postérité, pour vraiment le futur, quoi, tous ces messages importants. Et donc, c'est ça que je pense qui est vraiment primordial à l'heure d'aujourd'hui, c'est de continuer dans cette idée de laisser au prochain. C'est-à-dire de laisser vraiment... Et c'est ça qui m'intéresse dans cette technique, c'est de justement penser à l'autre et penser au suivant. Et donc, je trouve que c'est important quand on réalise quelque chose de penser que ça va durer dans le temps.
Voilà, Et, donc... et toi, tu as donc appris cette technique et tu as lancé ouais. une carrière d'artiste peintre ici à Bruxelles et tu as eu Oui, du succès avec ça. oui, c'est ça. Disons que nous, on est trempés dedans aussi. Donc, par l'observation des tableaux, la connaissance de l'histoire de l'art, c'est sûr que déjà, on comprend beaucoup des mécanismes. Puis aussi, c'est sûr qu'il y a l'aspect d'apprentissage qui est indéniable dans l'aspect du métier. Et c'est un métier qui finalement met en valeur l'aspect du raffinement. Et le raffinement à travers une méthode, en fait. Cette méthode qui transfigure, en fait. Donc, c'est vraiment transfigurer, en fait, le sujet, l'être humain aussi. Et c'est dans cette idée de transfiguration qu'on applique le travail ici aussi. Donc, transfigurer toutes ces étapes, même dans l'aspect du film, dans l'aspect de la compréhension de l'être humain, de le magnifier, en fait, de mettre en valeur tout son potentiel humain. Et cette technique permet de mettre en valeur, en fait, là-dedans, quelque part, je montre quelque part en exemple, parce que quand on opère cette technique-là, il y a beaucoup d'entraves techniques, il y a beaucoup d'entraves, et ces entraves permettent de mettre en valeur notre potentiel humain. Et c'est ça qui m'intéresse dans cette démarche, c'est que par toute la patience, les temps de séchage, par tout ça, on arrive à mettre en valeur toutes nos facultés d'observation, parce qu'il faut beaucoup mémoriser, il faut beaucoup... et donc Oui, c'est ça. donc oui, parce que c'est une technique qui prend du temps et c'est en contraste avec la culture actuelle, que Oui, c'est tout ça, est complètement. instantané. Ouais. C'est pour justement qu'on se rappelle que c'est dans le temps, il faut penser à la durabilité des choses et dans le temps que l'on passe avec autrui aussi. Ouais. Que tout ne se passe pas d'une manière superficielle, c'est important de passer du temps avec autrui. Et quand on peint comme ça et qu'on observe le sujet, c'est pour révéler tout ce temps que l'on passe avec les autres, avec les êtres que l'on aime. Prendre le temps. Oui. Et donc tes toiles... Et le mémoriser surtout. Parce que la mémorisation fait référence aussi aussi à la loi orale, aussi, de tout ce qui a à voir avec... de toutes les paroles et de toutes les choses que l'on doit mémoriser, contrairement à tout ce que l'on doit écrire. C'est une autre façon de véhiculer la culture à travers l'aspect de l'image. Oui, c'est ça. Ouais. À travers toutes ces images sans lesquelles, si on n'avait pas eu toute cette mémorisation, on n'aurait pas cette faculté de rentrer dans ces images aussi détaillées, aussi... Et c'est une façon de révéler un peu aussi la présence de l'invisible. Complètement, oui. Oui, c'est ça. C'était aussi la présence de l'invisible par rapport à une espèce de nœud. On appelle les nœuds du tableau, sont souvent des moments, des endroits où justement il y a souvent un genre de contrepoint qu'on peut qualifier d'abstrait, un contrepoint qui nous permet de basculer dans un autre monde quelque part. Et donc dans un espace, on va dire figuré, dans un espace réaliste, hein, à un moment donné il y a quelque chose d'abstrait, un peu comme une forme, un peu comme un tore, je pense ici à la scène aussi de Paolo Uccello, en plein air de la Renaissance, là, qui est l'inventeur de la perspective, en tout cas un des pionniers de l'invention de la perspective, et qui nous a, un peu comme dans cette scène où on voit le Thor dont est affublé un des géants de la scène du déluge. On voit justement que cette forme un peu abstraite comme ça, dans cet espace figuré, normé même, en fait, elle est ce contrepoint abstrait qui permet de justement transfigurer ça et de rentrer dans l'espace imaginaire. Donc un Thor qui est comme un vortex en boule, oui, c'est carrément ça. Comme une magnétosphère avec un axe central qui est l'axe du vide, qui contient toute chose et qui crée, et que par cette mouvance, là, dans le mouvement, il y a une logique qui crée l'harmonie finalement. Et donc dans le rythme, dans des images statiques, dans des images comme la peinture, dans la peinture c'est quelque chose de statique, il y a un rythme aussi. Ouais. Il y a un rythme ce rythme
il a l'air invisible comme ça, mais il y en a bien un. En observant attentivement les symboles qui sont présentés, on peut découvrir une forme de synchronicité. Oui, oui. Oui. Et donc, tes toiles ont été exposées en Europe, dans les musées, dans les galeries, et ta carrière, elle est bien. Oui, on peut dire, oui, c'est ça, elle allait bien, elle était, on va dire, on pourrait dire qu'elle était comme satisfaisante, ou non, ça, en fait, ça commençait à bien prendre son essor, mais moi, je ne trouvais pas ça, il y avait quelque chose qui ne sonnait pas juste en moi, et je trouvais qu'il fallait plus loin, il fallait en fait aller plus loin dans le Nord, parce que je trouvais que dans les galeries, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il fallait être sur le terrain. Je trouvais que c'était sur le terrain que l'art se manifestait le mieux. En fait, il fallait surtout avoir ce vécu pour pouvoir le restituer, connaître l'espace. Et dans la connaissance de l'espace, dans la connaissance du froid, de nous-mêmes, il y avait beaucoup d'expériences à faire et aller beaucoup plus loin, quoi. Donc il fallait pour ça... Ben oui, casser certains contrats, casser un certain, carrément, oui, casser un style de vie. Ouais. Il manquait quelque chose d'expérientiel. Tu voulais une expérience. En fait, j'étais complètement attirée. Et j'avais déjà vécu une première expérience dans le passé à Kamouraska, qui avait été avortée parce que j'avais dû quitter le pays. Et donc, il y avait quelque chose qui n'était pas terminé, en fait. J'avais déjà découvert beaucoup de choses sur le potentiel humain par rapport au froid, par rapport à la... Par rapport au froid, le potentiel humain, parce que tu voyais que le froid était un environnement... Oui, c'est un prétexte, en fait, c'est ça. C'était un très bon prétexte que nous, ici, on ne connaît pas, par exemple, pour justement aller à la découverte de ses sens, de sa perception. L'intérêt ici est vraiment d'apprendre à percevoir de manière différente et beaucoup plus profonde et beaucoup plus raffinée. Je pense que c'est dans le raffinement, dans le raffinement qu'on apprend à trouver des solutions, parce qu'on va dans les détails. Et c'est en creusant justement qu'on arrive à trouver toutes ces solutions-là. Et c'est le but justement de ce travail pictural, c'est d'apporter des solutions concrètes. C'était ça à l'origine. Par l'exemple, oui. C'est ça à l'origine, oui. Et c'est ce que j'ai tenté de faire déjà, même avant de partir sur la côte nord, mais qui a vraiment trouvé écho à la fin de ce chemin, quelque part, de ce premier chemin, de ce premier parcours de Bruxelles jusqu'à Nutashquan. Oui, donc là, tu t'es retrouvé à Nutashquan parmi les Inuits, un peuple autochtone très peu connu ou... Oui, même nié, comme on le sait maintenant. Hein. Oui, parce que depuis, tu as découvert des choses à propos de ce peuple et de leurs conditions de vie qui sont rendues difficiles par le fait qu'il y a... parle-nous un peu justement des épreuves que tu as dû affronter en tentant de faire des Inuits un sujet pour des films. Tu voulais réaliser un film sur le potentiel humain en te servant des Inuits comme exemple. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'était très clair que pour moi, c'est vraiment comme une vision, là, on va dire, très, très forte, que la renaissance du Nitassinan, donc de la terre sacrée des autochtones, de la renaissance des autochtones, des Inuits, on va dire, carrément, pourrait être la nôtre, en fait. Si on prenait le temps d'apprendre à les connaître, de contrer à cette méconnaissance. Et c'est ça, donc, pour répondre à ta question, il s'agissait bien de contrer, parce que, en effet, on a eu énormément de bâtons dans les roues, énormément de fausses représentations, de tromperies, il y avait un voile, il a fallu apprendre à voir avant de livrer la marchandise, quoi. Oui, parce qu'au départ, on t'a fait miroiter là, que ton projet était très intéressant. Oui, c'est ça. On m'a fait croire que tout le monde était qu'ils étaient tout à fait intéressés à faire connaître leur peuple, que les gens, donc les dirigeants étaient tout à fait intéressés à faire connaître ce peuple très très important, parce que c'est le peuple, donc comme on le sait,
qui vit donc sur le littoral atlantique, et tout de suite on sait, moi je viens d'un peuple quelque part qui est aussi un peuple de marins, j'ai des origines flamandes, et donc c'est sûr que on sait à quel point c'est important, tout l'aspect de la navigation, l'aspect maritime, on connaît ça, on sait à quel point c'est important. Oui, et ça donc c'est un territoire stratégique, c'est et ça, leur territoire, leur terre ancestrale ouais, a une grande valeur stratégique. complètement, et, ouais, oui. ouais. Et ça moi je l'ai senti assez rapidement aussi, puis donc, mais je me dis, il faut sortir des sentiers battus, il faut sortir des balises, des chemins, il faut quitter cette 138, qui est ce segment, en fait, qui est un segment. La route 138, qui la est la route seule route oui. qui permet de se rendre là par le... Oui, jusqu'à un certain point, parce qu'on dit souvent, après la 138, c'est fini, il n'y a plus rien. Il y en a beaucoup d'ailleurs, beaucoup de touristes là-bas et qui suivent cette route, s'arrêtent principalement au moment juste avant d'arriver dans la réserve de Nutashquan, où la route s'arrête, se photographient avec cette route comme s'ils avaient été jusqu'au bout du monde et comme si après il n'y avait plus rien, ouais. et c'est quelque chose de colporté. Depuis quelques années, elle va un peu plus loin, mais ça fait très longtemps que c'est la fin de la 138. Exactement, oui, et c'est pas pour rien d'ailleurs. C'est pour empêcher tout ce côté économique, c'est pour empêcher justement ces allers-retours possibles pour vraiment qu'ils puissent trouver leur principale autonomie. Ouais. Et j'ai toujours pensé que Nutashquan, par la suite, devrait être un pivot justement de cette économie-là. Nutashquan, je pense que est vraiment une réserve très importante, justement parce que c'est là qu'elle se termine, mais qu'aussi elle est en plein littoral, c'est vraiment la porte d'entrée, on va dire, carrément. Pour les bateaux venir d'Europe, entrer vraiment, c'est par là qu'ils devraient entrer, quoi. Oui. Et donc, toi, tu as pu constater que dans les affaires là, concernant le développement économique et puis le développement socialement acceptable, l'aide offerte à ce peuple autochtone dont les conditions de vie sont très difficiles, et les redevances qui leur sont versées pour la construction des barrages, et puis leur relation avec l'industrie minière et forestier, et tout ça est enrobé d'une espèce de mensonge. Parce complètement, oui. Oui, c'est ça qu'on appelle la fausse représentation. Donc, il y a des projets comme on a eu à faire face ici, dans la réserve de Nutashquan, donc un projet dit pour redonner justement pour qu'ils puissent retrouver leur propre autonomie, qui est un projet de plusieurs millions de dollars, dont ils ont eu d'ailleurs une aide, on va dire une entente historique, qui a été montrée ici brièvement dans la première vidéo, donc à l'intérieur des élections, dans laquelle ils ont eu plus ou moins 22 millions de dollars pour rétablir justement, reprendre des rênes à travers la construction notamment d'une aréna, par exemple. Oui, c'est la signature d'une entente avec Hydro-Québec, des redevances qui leur étaient versées pour la construction d'un barrage sur la rivière La Romaine, un complexe de barrages, plusieurs énormes barrages, un très gros projet. Et là, tu étais présente à ce moment-là. J'étais présente lors de la signature parce que c'était aussi le moment peut-être de lancer le projet de film, en fait. Ouais. Moi, je voulais vraiment leur dire que j'étais complètement partante pour rétablir les ponts entre les Québécois, le Québec, on va dire, surtout donc les Québécois et les autochtones, donc les Inuits. Et je trouvais que, étant européenne, c'était peut-être une des clés, justement. Peut-être qu'il y avait moyen d'offrir cette médiation, de me porter garante comme médiatrice d'une manière beaucoup plus efficace que si j'avais été québécoise, par exemple, ou autochtone. Ouais. Et donc, et aussi par la vision à travers l'art, donc comme je l'ai expliqué, en révélant tout ce potentiel humain mutuel qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient à partager, tout ce qu'ils avaient à nous apprendre, nous qui n'avions perdu tous ces secrets qu'ils ont continué à garder, toute cette connaissance de la nature, qui nous fait défaut aujourd'hui et qui reflète tous nos dysfonctionnements humains actuels. Oui, donc, oui, pour toi, c'était très important, ça, cette vision du monde que les Autochtones ont, du respect de l'équilibre de la nature, mais aussi de comprendre ces secrets avec en fait, tout l'aspect cosmologique en fait, des Autochtones, qui est vraiment de mettre toutes ces idéaux de la nature, ces forces de la nature en alternance,
qui provoque justement cet équilibre, qui nous amène à vivre dans une certaine harmonie. Dans une harmonie complète, comme le thor, comme la fleur de vie, toutes ces choses-là. Et il y a plein de références chez nous d'ailleurs, aussi à travers nos propres origines, nos origines de nos traditions, les traditions du Nord. Oui, les coutumes tribales. Les clans, nous, de tout ce qu'on avait. Oui, qui est une vision du monde holistique. Oui, où le centre est toujours, où on revient toujours au centre et où il y a toujours cette énergie. C'est ce moment de ce mécanisme de tout le temps de va-et-vient et à l'intérieur du thor, à l'intérieur du cercle. De retour à l'origine. Oui, exactement. Oui, oui. La notion du temps cyclique et qu'en fait, tout se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout est contenu dans un tout harmonieux. Et c'est ça qui crée toute cette... Oui, c'est ça qui crée l'harmonie. Et c'est ça qui... En fait, toute cette logique, tout l'aspect logique de la chose, de tout ce que tu viens de dire, là, c'est ça qui... C'est parce que souvent, pour l'instant, on vit des moments d'un statisme, c'est vraiment presque ascétique, quoi, vraiment quelque chose de... Un peu comme si on avait perdu notre chemin, mais avec la renaissance du Nitassinan. Cette renaissance-là permettrait justement de révéler que la renaissance du Nitassinan permettrait de retrouver notre propre renaissance. Et quelque part, il y a la renaissance de l'Amérique du Nord là-dedans aussi. Et quand on parle de la renaissance, on fait aussi référence à l'époque Renaissance. L'époque Renaissance flamande, italienne, que nous avons vécue, puis qui justement plaçait l'humain au centre du monde. Et il y avait des notions donc c'était au moment où l'humanisme était vraiment exacerbé, où il y avait la connaissance avec les télécommunications aussi, la communication pas par la télécommunication. Ben c'était oui, on va dire par la communication, c'est-à-dire on parle de Gutenberg là qui a créé l'imprimerie à cette époque et qui justement en rendant donc le savoir accessible par la création des livres, permettait justement à tout un chacun de se cultiver, d'apprendre, un peu comme les télécommunications justement aujourd'hui, donc l'internet serait censé le faire. Et donc c'est ça que j'ai fait vraiment le lien entre l'époque Renaissance et la renaissance du Nitassinan en découvrant Yann Basile avec son réseau de télécommunications. Je me dis, il y a quelque chose là, il y a même si c'est embryonnaire, mais c'est présent, c'est réel. Oui, avec son entreprise Babiche Télécom. Au moment de la période de Renaissance, c'est le savoir, c'était l'éclatement du savoir. Et Gutenberg a été le précurseur là-dedans, en fait. Gutenberg a été le précurseur, l'inventeur justement de cet éclatement du savoir et aussi de la langue aussi, le fait aussi des échanges aussi nationaux, internationaux, des échanges qui se sont faits au niveau de la langue, mais aussi du niveau des marchands, de l'ouverture vers les sciences aussi. Il y avait les sciences qui... C'est vrai qu'au niveau scientifique, il y avait d'énormes découvertes. Il y avait au niveau des arts, il y avait, c'était vraiment une période d'explosion sans précédent. Et comme je le rappelle, où l'humain était placé au centre du monde. C'était le courant humaniste. Il y avait cette pensée humaniste, en fait. L'humanisme est né à ce moment-là. Et donc c'est ça, je pense, qui est le plus important de tous, de tout en ce moment, c'est que justement, dans le Nitassinan, il y a cet humanisme-là, il y a ça qui est resté, il y a ça qu'ils ont gardé. Ils ont gardé ces connaissances, mais aussi... pour que les méthodes de transformation de nos sociétés ne soient pas monopolisées par une élite, qu'il y ait un partage plus équitable des ressources, et surtout ces ressources-là qui amènent vers ces si profondes transformations qui en fait nous indiquent la voie du futur. Exactement. Et d'ailleurs, ça se faisait aussi par bateau, tout ça. À ce moment-là, il y avait d'énormes échanges qui se faisaient par la mer.
Ouais. Et donc, c'est ça, quand je vois le littoral du Nitassinan, je me dis, là aussi, il y a l'aspect maritime qui est très important. Il y a plein de... Moi, en tout cas, je vois plein de points, de points en commun, de choses qui... Et je me dis, regarde, nous, ça fait quand même, ça fait... Depuis le temps où... Ça fait quand même longtemps, nous, que quelque part, on a été... que les traditions du Nord ont été abolies. Hein. Ça fait longtemps que... En tout cas, qu'elles ont été éteintes, pas abolies, mais éteintes, et qu'on a tenté de les étouffer. Et on a quand même réussi à garder des choses. C'est très difficile, on se bat encore pour ça, mais... Et il y a eu des génocides aussi, énormément de génocides des gens du Nord. Il y a eu... Et quand on voit les autochtones, tous ces génocides, toutes ces réserves, quand on voit la réserve de Nutashquan qui, il y a à peine 60 ans, n'existait pas. Je me dis, il y a beaucoup de possibilités pour eux. Je me dis que rien n'est terminé. C'est tellement loin, c'est tellement pas loin dans le temps par rapport à nous, notre histoire. C'est très tôt, il n'y a pas longtemps, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc ça vaut la peine de travailler pour contrer à cette méconnaissance, afin qu'ils puissent justement ne pas sombrer comme nous, on a... qu'ils ne puissent pas subir le même sort. C'est ça, oui, subir le même sort. Que votre expérience puisse leur servir c'est pour ça, protéger leur culture. Tout à fait, c'est ça. Et c'est pour ça que si eux, quelque part, ils vont nous permettre de nous souvenir encore plus, davantage de qui on était, de comment on fonctionnait dans ce cercle, à l'intérieur de cette pensée sphérique, à l'intérieur de ce tort, de cette mouvance-là, de ce rythme-là, de cette logique-là. Et en même temps, nous, de leur donner la force, de leur permettre d'avoir les armes et le courage nécessaire pour affronter ça, en leur disant, mais il y a moyen, il n'y a pas longtemps, il y a pas longtemps que c'est arrivé. Oui. Donc il y a moyen de faire marche arrière, il y a moyen de s'entraider. Et donc, contrer à la méconnaissance mutuelle, c'est à ça que ça sert. Et comment ? À l'intérieur du potentiel humain, de tous et de chacun, de collaborer, et surtout par rapport au potentiel humain de qui, mais de l'homme et de la femme, surtout, de pouvoir justement révéler cette complémentarité qui justement aussi est plus que jamais doit être mise en valeur. C'est pour ça que je parle de ça dans le premier segment, c'est de... Oui, la complémentarité entre le principe masculin et féminin qu'on retrouve partout dans la nature. Complètement. Et qui est au cœur de la création, parce que c'est l'union des deux en harmonie qui donne naissance à la vie. À la vie, à toute chose, à la création, quelle qu'elle soit, que ce soit physique ou mentale, que ce soit pour avancer, pour créer un monde ensemble. Et c'est complètement... et c'est là-dedans que nous sommes. Et c'est pour ça qu'il a fallu, évidemment, créer cette... comme tu le disais au tout début de cet entretien. Donc de créer une entreprise de libre-échange, parce qu'on a été obligé en fait d'entretenir quelque chose dans une forme de légalité, dans quelque chose d'officiel, voilà, parce que justement, si on a envie que ce soit su, il faut que ce soit officiel, parce que sinon, c'est ça qu'ils essayent, que ce soit toujours entre les lignes. On essaye de faire croire à tort que tout ce qui se passe du côté autochtone chez les Inuits ou autres se fait en général entre les lignes, et c'est faux. Et oui, parce que tu as beaucoup appris là, avec cette entente historique avec Hydro-Québec, et puis ta proposition de c'est dans cette proposition, et là, justement... tu t'es rendu compte qu'il y avait un immense obstacle à franchir, qui était ce vieux système sclérosé. Je me suis rendu compte sur place même, vraiment au sommet de la tour, là, que... en filmant, justement... du centre-ville d'Hydro-Québec, à Montréal, la même journée où on s'est croisés pour la première fois, c'était... C'était le 26 mai 2016. Oui. Et donc c'est ce jour-là que je t'ai appelé pour la première fois, parce que j'ai eu, un peu comme la première fois quand j'ai décidé de quitter Bruxelles vers Nutashquan, avec un regard vraiment neuf, je voulais avoir un regard tout nouveau. De la même manière, je t'ai appelé parce que j'avais entendu un peu parler de toi par Yann Basile, qui est ton partenaire. Et donc, en prenant l'ascenseur, en fait, pour retourner,
j'ai vraiment eu une autre vision qui est celle de t'appeler. Et surtout celle de ne pas faire affaire, justement, avec ces puissances-là, de ne pas faire affaire pour ne pas se faire enfermer, sinon on allait une fois de plus être cadenassé, et que finalement, cette proposition, je préférerais finalement, je préférerais ne pas entrer là-dedans du tout. Parce que ce jour-là, au moment de la signature, là, c'est devenu très clair pour toi là, qu'il y avait quelque chose de louche et que tu ne voulais pas en faire partie. Et plutôt que d'aller célébrer avec les larrons, tu as décidé de m'appeler. Oui, exactement. Et ça a été le premier jour de notre rencontre. Notre première rencontre, oui. Oui, et la suite c'est poursuivi. On est retourné vers la Côte-Nord, vers Natashquan, et on a continué notre travail. C'est ça, oui. Chacun à notre on a façon. compris qu'on avait une vision complètement commune, et une vision qui se complétait quelque part. On a compris qu'on était compatibles, et quelque part, on se complète dans... Toi, c'est vrai que tu fais souvent référence aussi, mais d'une autre manière, aux origines, et moi je travaillais aussi par rapport aux solutions, et donc on va dire qu'on se complète là-dedans. Moi j'étais vraiment dans cette action de trouver des solutions. Toi aussi tu opérais dans ce cheminement-là, mais moi, étant donné que je viens d'Europe, il y a plein de choses qui sont comme acquises, et qui, en tout cas, qui sont intégrées en moi, et que voilà, que l'on porte, et qu'on comprend directement une fois qu'on est sur la côte nord, et quand on revient, on a le recul. Et en fait, toi aussi, on s'est complété là-dedans, dans notre compréhension mutuelle de l'endroit d'où on venait. Toi, tu m'as aussi inculqué des choses par rapport au Québec, par rapport aux autochtones. Moi, j'étais aussi inculqué. On s'est appris énormément de choses sur les continents d'où on venait, même si nos origines sont quelque part aussi semblables. Oui. Et on a appris que souvent, ce qu'on appelle les outils de développement économique sont en fait des armes pour l'empêcher. Carrément, pour avoir une emprise. Et donc, c'est ça que moi, j'ai tout de suite pensé que pour éviter cette emprise, il fallait donc que, à l'intérieur donc de cette entreprise de libre-échange, travailler davantage avec les Européens pour justement contourner ça. Parce qu'au départ, je me dis, mais voilà, peut-être que ce serait mieux qu'ils travaillent étroitement avec le Québec au niveau des financements, par exemple. Ouais. Mais, justement, c'est ce que je t'avais dit lors de notre première rencontre. Je t'avais dit, ici, on est coincé dans un modèle néocolonialiste. Oui, c'est ça. Et nous, on connaît bien ce que c'est que le colonialisme aussi. Et c'est très difficile de fonctionner. On a vraiment besoin du soutien, d'une solidarité qui vient d'Europe, avec cette expérience très ancienne là, du colonialisme ici, et toutes ses conséquences désastreuses. Il y a une meilleure prise de conscience sur ce danger là, de l'oppression des peuples, et cette résistance qui s'est bâtie à travers les générations pourrait nous être utile. C'est une expérience qui se transpose très bien. Complètement, oui. C'est ça que, justement, c'est ça que j'ai fait, c'est ça que j'ai proposé finalement, c'est d'opérer dans le libre-échange en partant de l'Europe. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps faire des voyages. C'est pour ça qu'on se retrouve encore aujourd'hui ici à Bruxelles, c'est qu'on a besoin de ce recul permanent, afin justement de ne pas être trop ni dans l'un ni dans l'autre, d'arriver à opérer dans une compréhension beaucoup avec ce recul, quoi. À construire un pont entre ces deux mondes. Ah oui, c'est complètement ça, oui. Et c'est ça que le but, c'est de créer ce pont qui doit se manifester tout autant dans la démarche que dans la structure. En fait, tout est lié, aussi bien la structure légale que physiquement. On doit l'incarner, ça. Et donc, créer des ponts, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de concret. Et c'est pour ça que physiquement, on fait ces voyages. Parce que, comme je l'avais déjà, je crois, un peu dit dans la première vidéo, les déplacements sont importants. C'était pour ça que je disais ça. C'était par rapport à ces fameux déplacements que ça a une valeur, ça démontre l'intérêt. Quand quelqu'un se déplace pour vous, ça montre qu'il a de l'intérêt, et mutuellement. Et donc c'est pour ça que c'était important que les Québécois, que les autochtones se déplacent ici,
à Bruxelles, en Belgique en tout cas, d'où c'est parti ici. Donc, Oui. c'est pour ça que nous, on avait organisé aussi des rencontres avec les autochtones pour que justement... et bon, jusqu'à présent, on n'a pas eu de chance à ce niveau-là, ça n'a pas pu se faire, parce que justement, au début, on travaillait avec les mauvaises personnes. Hein. Oui. Mais c'est pour ça qu'il a fallu ce recul, il a fallu apprendre. Oui. Il a fallu... C'était un dur apprentissage, vraiment. Une épreuve très difficile parce qu'on t'avait laissé croire que ils étaient partants et finalement c'était de la fausse représentation. On avait confiance aux chefs on pensait que les chefs étaient légitimes. Hein, et on s'est aperçu, je veux dire, avec mon équipe, on s'est aperçu que c'était faux. Ils ne sont pas légitimes. Donc en partant, ben voilà, on a perdu du temps à ce niveau-là, mais enfin bon, ça nous a enrichis. Finalement, on a compris que c'est avec les locaux. Enfin, on le savait ça, mais je veux dire, pour traiter, on pensait quand même que le chef avait quand même une importance à ce niveau-là, une certaine autorité, mais il est menotté. Voilà. Alors, c'est comme ça que voilà, faut faire autrement. Et donc, on fait quoi ? On travaille avec les gens qui sont sur le terrain, qui sont actifs sur le terrain, comme toi, comme Yann Basile, comme. Tu as été témoin de ça, l'obstruction à l'autorité du chef, parce que le chef, Rodrigue, était intéressé, il était enthousiaste. Oui, tout de suite, ça s'est fait, ça a cliqué. La première fois que j'ai rencontré le chef Rodrigue, ça faisait même pas 2 jours que j'étais à Natashquan, dans le village, on va dire, blanc. Québécois, oui. Québécois. Non, mais bon, c'est... Oui. Dans le village québécois, oui. Et donc, il m'a donné rendez-vous à Montréal pour faire connaissance, hein, ouais. Par l'intermédiaire de quelqu'un avec qui il travaillait. Donc assez rapidement, j'ai été en contact avec le chef Rodrigue et bon, je pensais que c'était parfait. Hein. Je me dis, c'est parfait. Je rencontre justement... Alors que j'arrive là tout de suite, je rencontre le chef, quoi. Je me dis, c'est une chance énorme. Ouais. Et finalement, donc au départ, je me dis, faisons confiance. J'ai fait confiance dans cette manifestation-là, dans cette synchronicité-là. Je me dis, voilà, surtout que j'avais déjà un rendez-vous 1 mois plus tard pour commencer les premiers repérages du film, du projet. J'avais tout de suite proposé donc de contrer, de les faire connaître en Europe et de déjà opérer une première recherche Oui, contrer la méconnaissance des Inuits, qui sont aussi connus sous le nom des Montagnais. Oui, des Montagnais, oui, on dit aussi que c'est le peuple qui est nié, en fait, c'est un peuple... Le peuple invisible. Le peuple invisible, et donc c'est pour ça que toutes ces choses-là dont on vient de parler sont très importantes. On parle de ce contrepoint abstrait, de rentrer dans l'invisible, de la renaissance, de la perspective, de la 3D, de tout ça, de la notion d'aller au fond des choses, du potentiel humain. On parle de... Et la création d'un nouveau monde. Oui, c'est ça. Donc tout ça rassemblé, là, on se fait juste à peine en ce moment tous les deux de toucher, on effleure en ce moment tous ces sujets que l'on va approfondir par la suite et qu'on va montrer ensemble à travers des films, à travers nos témoignages. Donc on a décidé de le faire là maintenant. Pourquoi ? Parce que ça fait assez longtemps là qu'on a des freins. Ça fait bientôt plus de 6 ans en tout cas. Par rapport à la Côte-Nord, même bien davantage aussi, qu'il y a des freins par rapport à ça, qu'on empêche notre travail d'être montré, on n'a pas le choix. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont tout à gagner à garder le silence sur l'oppression que subit non seulement les Autochtones, mais le Québec aussi. Oui, ça aussi. Il y a tellement de choses, oui, par rapport même à la langue française aussi. Oui. Que nous avons tous en commun, en tout cas aussi bien les autochtones, l'aspect francophone aussi est important là-dedans. Oui. La francophonie, on va dire. Oui. Les Inuits qui sont en grande partie francophones, malgré qu'ils ont gardé leur langue ancestrale, ils sont bilingues, francophones. Oui. Il y a beaucoup d'anglophones aussi, mais ils sont majoritairement francophones. Complètement, oui. Et d'ailleurs, quand on se retrouve avec eux, c'est vrai qu'ils parlent tout le temps Innu, c'est sûr, et que bon, ils font parfois, c'est sûr qu'ils font des efforts quand on est là, ils parlent avec nous en français. Moi, j'aimerais bien,
vraiment aimé apprendre la langue Innu. Oui, la langue Innu qui est une langue bien vivante. Oui, c'est ça, parce que ça aussi, toute la symbolique, la manière de penser est complètement différente de nous. Hein. Et c'est ça que j'aime, c'est que ça rejoint aussi cette démarche de la technique flamande qui est basée sur l'observation, sur le temps, sur la méthode, sur le fait de prendre conscience de cet espace. Par exemple, dans leur manière de parler, ils vont observer les différentes sortes de neige et ils vont expliquer que par exemple dans le froid, il y a ici cette glace qui était reprise par le froid et qui gèle à nouveau, et donc il faut observer ce type de glace-là. Donc tout est dans une succession d'événements, de détails qu'ils observent. Et quand ils expliquent un chemin, eh bien c'est parce qu'ils ont pu observer l'espace dans lequel ils se définissent. Oui, ils ont de nombreux mots pour définir la neige, par oui, exemple. Oui, je exactement. pense qu'il y a 17 termes différents. Ah oui, il y en a plein. Un peu comme nous, on a plein de mots pour définir la pluie ici. Hein. Ouais. On a le crachin, la drache, etc. Enfin, et c'est amusant de voir ça, mais nous aussi, on avait une tradition orale. Et donc tout ça, il y a énormément de choses, un énorme bagage à partager, à se partager mutuellement. C'est une leçon très importante, parce que toi, au départ, quand tu t'es retrouvé avec les dirigeants là, chez les Inuits et les représentants du gouvernement d'Hydro-Québec, tu avais une entente verbale oui, tout à fait. Qui, dans ton esprit, avait une valeur de loi, une valeur légale. Un contrat verbal, ça a la valeur de loi. Oui, et tu t'es un peu comme compte... le moment des Francs, je veux dire, on a gardé ça en nous. Ouais. On s'est rendu compte que... des gens de parole, et tu avais eu la parole des responsables du projet, et donc pour toi, c'était valide, là. C'était un contrat, tu avais un contrat sur l'honneur. Complètement. Et que finalement, tu t'es rendu compte au moment où les avocats et tous les fonctionnaires... Qui se regardaient, qui signaient, mais ils ne se regardaient même pas dans les yeux. Déjà, c'est important. Hein. C'est là que tu as compris qu'il y avait quelque chose. Je me dis, là, ils ne se regardent pas dans les yeux. J'ai senti, il y avait plein de choses, des non-dits, en fait, dans le comportement, leur langage non-verbal, et dans les échanges de regards qui étaient absents. D'ailleurs, je me rends compte que je ne regarde pas vraiment à la caméra, je suis désolée, parce qu'il faut regarder les gens, hein, c'est parce que voilà, on aurait peut-être dû se filmer ensemble, mais c'est vrai, c'est important c'est dans le regard d'autrui qu'on connaît la vérité. Hein. Oui. Quand on signe une entente, ou quand on signe, quand on se dit quelque chose, on le dit en regardant autrui, on le dit en regardant l'autre, pour lui montrer dans les yeux, c'est vrai ce que je dis, il n'y a pas besoin de la signature. Ouais, et c'est là que tu t'es rendu compte, là, finalement, que tu avais affaire à des gens malhonnêtes qui n'étaient pas d'honneur. Oui, parce que d'abord, quand le chef Rodrigue a signé son entente avec le représentant d'Hydro-Québec, il ne se regardait même pas dans les yeux. Hein. D'ailleurs, on peut le voir sur la scène filmée, dans le tout premier. On la remettra, cette scène-là, parce que elle a été vite placée comme ça, mais on ne l'a pas vraiment mise en valeur, on l'a été un peu jetée comme ça, mais bon, c'est bien aussi de jeter les choses, des petites bouteilles à la mer, comme ça, puis on voit comment elles évoluent. Donc oui, c'est clair que c'était vraiment de mascarade, en tout cas. Moi, j'ai trouvé que ça ne ressemblait à rien de vrai. En tout cas, moi, tous ces hommes, en plus, il n'y a jamais de femmes. Moi, depuis que je suis sur la Côte-Nord, je ne vois jamais de femmes. C'est triste, parce que, en tout cas, rarement, j'en vois rarement. Et je trouve ça triste aussi de devoir tout le temps travailler avec des hommes âgés aussi, d'une certaine génération. J'aurais bien aimé rencontrer des hommes jeunes aussi, en tout cas, je veux dire, au moins de ma génération, des gens qui ont, en tout cas, pas des gens de 75 ans et plus uniquement. Je trouve qu'il faut aussi laisser cette place à la jeunesse, ou en tout cas à d'autres générations, de toutes les générations. Moi, j'aime ça, travailler avec des gens de tous âges, et des hommes et des femmes. Ouais. En tout cas, moi, je suis content que tu aies décidé de m'appeler plutôt que de continuer à travailler avec ce groupe. Ah oui, c'était... Oui, sans ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Ouais. Et merci à Yann aussi de nous avoir permis de nous rencontrer, parce que sans lui... c'est sûr que jamais je te rappelais, quoi. Il m'en avait parlé
Oui, pas mal de fois. Et Yann qui tient un rôle très important dans tout ça. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est notre partenaire, c'est notre, on va dire, c'est un frère. Hein, pour nous, Oui. Mais ça, on le dira dans les films, dans tout. On en parlera. Il y a tellement de choses à dire que là, on voulait quand même déjà présenter un premier teaser ici de beaucoup de choses que l'on compte développer. Et on va... Oui, c'est ça, il faut changer les formats, il faut varier les possibles, il faut varier toutes ces possibilités. Il ne faut pas lâcher, puis on va continuer, on va vous revenir. Alors, on vous embrasse tous et à la prochaine. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt. Au revoir.